Au moment où ils la virent, le mépris dans leurs yeux était sans équivoque. Sa mère lança d'un air méprisant, « Qu'est-ce que cette fille inutile fait ici ?» Sa sœur, Tina, croisa les bras et retroussa les lèvres. « Tu n'es pas sur la liste des invités. » Alors que le fiancé de Tina s'apprêtait à ordonner à Lucie de partir, il s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit et sa voix se brisa. « Attendez, cette femme est... » Lucie se contenta de sourire, parlant lentement. « Vous ne savez vraiment rien. » Elle s'appelait Lucie Moore, et à 32 ans, elle venait d'entrer dans un mariage qui n'aurait dû avoir aucun rapport avec elle. Mais le destin avait un sens de l'humour cruel. Les gens dans cette salle, ceux qui l'avaient rejetée comme un déchet 14 ans plus tôt, pensaient qu'elle était toujours cette fille impuissante et indésirable. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit choquée, humiliée, mendiant leur acceptation. Mais ce n'était pas le cas. Elle n'était pas la Lucie qu'ils avaient abandonnée, pas la fille à qui l'on avait dit qu'elle ne valait rien, qu'elle n'arriverait jamais à rien. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle avait bâti, de ce qu'elle était devenue. Alors qu'il ricanait et chuchotait, que sa mère la foudroyait du regard et que Tina affichait un sourire narquois, ils n'avaient aucune idée que la femme qu'ils venaient d'insulter était sur le point de bouleverser leur petit monde parfait. L'air dans la grande salle de bal était empreint de richesse. Des lustres en cristal projetaient des reflets dorés sur les tables drapées de soie. L'argenterie polie brillait sous les lumières tamisées, et les flûtes à champagne s'entrechoquaient en de délicats toasts. Tout criait la richesse, le pouvoir, le statut. C'était le genre d'événement où les gens comme elle, les rejetés, les oubliés, n'étaient pas censés exister. Pourtant, elle était là. Les 14 dernières années auraient dû l'effacer de leur mémoire. Peut-être que, dans leur esprit, elle avait cessé d'exister le jour où ils l'avaient mise à la porte, leur fardeau indésirable enfin levé. Mais debout au centre de ce mariage opulent, vêtue d'une élégante robe noire qui épousait ses formes aux bons endroits, les cheveux relevés en un chignon sophistiqué, Lucie savait une chose avec certitude. Il ne s'attendait pas à ça. Et cela rendait ce moment délicieux. Son regard balaya les visages stupéfaits. Sa mère, toujours aussi froide et inflexible que dans les souvenirs de Lucie, serrait sa coupe de champagne, ses ongles manucurés s'enfonçant dans le cristal. Son père faisait semblant de ne pas la voir, bien que le tic de sa mâchoire le trahît. Et puis il y avait Tina, l'enfant prodige. Elle toisa Lucie de la tête aux pieds, son expression oscillant entre la confusion et l'irritation, comme si la simple présence de Lucie gâchait sa journée parfaite. « Tu n'es pas censé être ici », lança Tina, sa voix juste assez forte pour attirer l'attention des invités proches. « Qui a bien pu t'inviter » Lucie ne broncha pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle sourit. « C'est drôle, dit-elle en penchant la tête. Parce que je me souviens très distinctement d'avoir reçu une invitation. » Le futur mari de Tina, Gérald, était resté silencieux jusque-là, mais il s'avança soudainement. Son front se plissa comme s'il essayait de la reconnaître. Puis son visage perdit toute couleur. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Attendez, cette femme est... » Lucie fit un pas lent et délibéré vers lui, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Vous ne savez vraiment rien, murmura-t-elle, observant sa gorge se nouer tandis qu'il déglutissait difficilement. Un temps de silence passa. Puis un autre. Et juste comme ça, le mariage qui devait être parfait commença à se fissurer. Il y a 14 ans, elle se souvenait encore du moment exact où il l'avait mise à la porte. Il faisait froid cette nuit-là, de ce froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, rendant chaque respiration douloureuse. Son père se tenait sur le seuil, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Sa mère ne la regardait même pas. Et Tina souriait narquoisement. « Tu es un fardeau », avait dit sa mère. « Une perte de temps. Une perte d'argent. Nous en avons assez fait pour toi. » Mais... Pas de mais, l'avait interrompu son père. « Tu as 18 ans. Tu es une adulte. Débrouille-toi. » Et juste comme ça, il lui avait fermé la porte au nez. Sur toute son existence. Elle se souvenait d'être restée dehors, les doigts gourds, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. Elle n'avait nulle part où aller. Pas d'argent. Pas de filet de sécurité. Juste les vêtements qu'elle portait et l'écho de leurs mots dans ses oreilles. Il ne l'avait pas seulement abandonnée. Il l'avait effacée. Et il n'avait jamais regardé en arrière. De retour au mariage. Mais Lucie,
elle, avait regardé en arrière. Pas par nostalgie. Pas par faiblesse. Mais pour s'assurer que si jamais elle croisait de nouveau leur chemin, ce serait elle qui se tiendrait droite. Et maintenant, elle le voyait. La panique s'installant derrière leurs yeux. La façon dont sa mère bougeait mal à l'aise. La façon dont Tina serrait sa flûte de champagne un peu trop fort. Il savait. Il ne comprenait pas comment. Mais il savait que Lucie n'était plus la même fille qu'ils avaient jetée. Excusez-moi. Une voix coupa le silence tendu. Un homme en costume bleu marine taillé sur mesure s'approcha, et Lucie se détendit immédiatement. Nathan. Son mari. Il s'avança à ses côtés, posant une main chaude sur le creux de son dos. Le geste était subtil mais puissant, une affirmation. Un rappel qu'elle n'était pas seule. Y a-t-il un problème ici? Demanda Nathan, sa voix polie mais ferme. Tina ricana. Et vous, vous êtes qui, bordel? Nathan ne sia pas, le mari de Lucie. Il y eut un silence de mort. Les doigts de Tina tressaillirent. Sa mère inspira brusquement. Et Gérald avait l'air de pouvoir s'évanouir. Lucie réprima un sourire narquois. Il l'avait voulu parti. Oublié. Sans valeur. Au lieu de cela, elle était revenue plus riche, plus forte, intouchable. Et ça? Ce n'était que le début. Elle avait appris il y a longtemps que la survie n'était pas une question de force. C'était une question de stratégie. C'est pourquoi, quand ils l'ont mise à la porte il y a 14 ans, elle n'est pas simplement partie. Elle a commencé à se préparer. À l'époque, elle n'avait aucun pouvoir. Aucune voix. Aucun filet de sécurité. Elle n'avait rien d'autre qu'une douleur amère et creuse dans la poitrine et l'écho de leurs derniers mots résonnant à ses oreilles. Débrouille-toi. Alors c'est ce qu'elle a fait. Et pendant qu'ils menaient leur vie parfaite, supposant qu'elle avait disparu comme une tâche gênante, elle observait. Écoutait. Rassemblait. Parce qu'un jour, elle le savait, elle aurait son moment. Et ce soir, ce moment était arrivé. Il y a 14 ans, le jour où tout a changé. La nuit de son départ, elle avait exactement 17,28 $ en poche. Pas même assez pour une chambre de motel. Pendant 3 jours, elle a dormi à l'arrière d'un vieux dîner, recroquevillée près des bennes à ordures où la chaleur des évents de la cuisine la protégeait du pire du froid. La propriétaire, une femme au regard perçant nommée Rita, l'a finalement surprise. Au lieu d'appeler la police, elle lui a jeté un balai en disant « Si tu comptes traîner ici, rends-toi au moins utile ». Ce fut sa première chance. À la fin de la semaine, Rita la laissa dormir sur un vieux lit de camp dans l'arrière-boutique. À la fin du mois, elle commença à la payer au noir. Et en un an, elle économisait chaque centime parce qu'elle avait un plan. Même à l'époque, elle savait qu'elle ne resterait pas éternellement dans cette petite ville. Elle n'allait pas être une fille qui faisait la vaisselle pour un salaire minimum pendant que sa famille prospérait grâce à des privilèges qu'ils n'avaient jamais mérités. Non. Elle allait devenir quelque chose qu'il n'attendrait jamais, quelque chose qu'il ne pourrait jamais ignorer. Ainsi, pendant que Tina paradait son statut d'enfant prodige et que ses parents se prélassaient dans l'illusion de leur famille parfaite, elle travaillait. Étudiait. Apprenait. À 20 ans, elle obtint une bourse pour un programme de commerce. À 23 ans, elle était stagiaire dans une start-up. À 27 ans, elle avait sa première entreprise, une marque de nutrition médicale qui, en quelques années seulement, est devenue un disrupteur de l'industrie valant plusieurs millions de dollars. Ils n'ont jamais su. Parce qu'elle ne leur a jamais dit. Parce qu'ils ne méritaient pas de savoir. À l'intérieur de la salle de mariage, elle sentait toujours leur regard sur elle. Le regard perçant de sa mère la disséquait avec le même examen froid qu'elle utilisait quand elle était enfant, toujours à la recherche de défauts, de faiblesses. Le sourire narquois soigneusement contrôlé de Tina, comme si elle était convaincue que ce n'était qu'un coup de chance, qu'elle était tombée sur la richesse par pur hasard. Et puis il y avait Gérald. Le fiancé de Tina. L'homme qui avait pâli au moment où il l'avait vue. Elle avait déjà vu ce regard. Reconnaissance. Peur. Culpabilité. Intéressant, murmura Nathan à côté d'elle, son ton bas, un avertissement silencieux. Tu es sûr de vouloir faire ça? Elle lui jeta un coup d'œil, à son mari. La seule personne dans cette pièce qui savait vraiment qui elle était.
De quoi elle était capable. Ses yeux sombres passèrent d'elle à la famille de Tina, lisant déjà la tension dans l'air. Elle sourit. Oh, j'en suis sûr. Tina ricana, levant les yeux au ciel. Sérieusement? Tu t'attends à ce qu'on croie que tu es une sorte de success story? S'il te plaît. Tu n'as même pas pu finir l'université. Elle pencha la tête, feignant la curiosité. Oh. C'est ce qu'ils t'ont dit? Une lueur d'hésitation, juste une seconde. Puis Tina redressa les épaules. Je n'ai pas besoin d'écouter tes mensonges. C'est moi qui ai fait des études de médecine. C'est moi qui. As abandonné, l'interrompit-elle, sa voix calme, calculée. La pièce entière se figea. L'expression de Tina se crispa, juste une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne, son visage se tordant en une expression défensive. De quoi tu parles? Elle s'approcha, ses talons claquant contre le sol en marbre poli. Les invités regardaient maintenant, sentant le changement dans l'air, la fissure se formant dans l'image soigneusement entretenue de la future mariée parfaite. Tu n'as jamais fini tes études, Tina, dit-elle doucement. Tu n'en as même jamais été proche. Tu as échoué bien avant de pouvoir postuler pour ton internat. Les narines de Tina se dilatèrent. Ce n'est pas. Oh, mais si. Elle plongea la main dans sa pochette et en sortit une seule feuille de papier, soigneusement pliée. Elle la déplia avec un soin délibéré avant de la brandir, juste assez pour que les personnes les plus proches puissent la voir. Le dossier scolaire de Tina. Un dossier qui montrait, noir sur blanc, qu'elle avait échoué à son programme 3 ans auparavant. Elle regarda le sang quitter le visage de Tina. Gérald se tourna vers elle, la confusion et quelque chose de dangereusement proche de la trahison dans son expression. Tina, qu'est-ce que c'est? C'est un faux, siffla Tina, sa voix montant légèrement. Elle ment. Elle le savait. Et elle parierait n'importe quoi que, au fond de lui, Gérald le savait aussi. Il ne le nia pas. Il fixait toujours le papier, la mâchoire serrée, la prise de conscience s'installant en lui comme une lente tempête. Sa mère s'avança, la voix sèche. Tu as toujours été une enfant méchante, Lucie. Gâcher le mariage de ta sœur comme ça. Oh, je ne fais que commencer, dit-elle, lui lançant un sourire acéré. Après tout, si nous parlons de vie ruinée, pourquoi ne discuterions-nous pas de l'affaire de fraude financière en cours contre la clinique de la famille Moore? Silence. Un silence complet et total. Elle laissa cette révélation s'installer, regardant le poids de ses mots s'abattre sur eux. De quoi tu parles, dit finalement son père, sa voix plus basse maintenant. Elle haussa un sourcil. Oh, vous ne pensiez pas que je savais? Elle secoua la tête, une parodie de déception. Vous auriez dû être plus prudent, papa. Détournement de fonds. Fraude à l'assurance. Falsification de dossiers de patients. Tous ces petits détails que vous pensiez ne jamais vous retomber dessus. Elle se pencha, baissant la voix juste assez pour que lui seul puisse l'entendre. Vous ne pensiez pas que quelqu'un le découvrirait, n'est-ce pas? Son visage devint blanc. C'était ça. C'était le moment qu'elle attendait. Pendant des années, elle avait gardé ses preuves, attendant le bon moment. Pas par méchanceté. Pas par mesquinerie. Mais parce qu'il le lui avait appris. Parce que quand on a passé toute sa vie à être sous-estimé, ignoré, rejeté, on apprend à être patiente. On apprend à rassembler ses munitions. À aiguiser ses lames en silence. Pour que, le moment venu, on ne se contente pas de riposter. On réduit en cendres tout ce qu'ils ont construit. Et ce soir, elle était le châtiment qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le moment flotte dans l'air, lourd de tension. Tina est figée, son monde parfaitement répété commençant à se fissurer sous le poids des mots de Lucie. Son père se raidit, les doigts serrés sur ses flancs, tandis que les lèvres de sa mère se retroussent de dédain, plus offensée par la présence de Lucie que par la vérité qui se dévoile devant elle. Et Gérald. Il n'a pas dit un mot. Son regard oscille entre Lucie et le papier qu'elle vient de présenter, son visage une nuance plus pâle qu'avant. Elle peut le voir, la panique d'une fraction de seconde, la façon dont sa gorge se noue alors qu'il déglutit difficilement, la façon dont sa main tressaille à son côté. Il sait qu'elle dit la vérité. Mais alors, juste comme ça, le moment change. Tina redresse les épaules, lève le menton, et soudain, elle rit. Pas un rire nerveux,
brisé. Pas le genre de rire qui signale quelqu'un pris dans son propre filet de mensonges. Non, c'est tout autre chose. C'est moqueur. Oh mon Dieu! Souffle-t-elle en secouant la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'est vraiment hilarant. L'estomac de Lucie se noue. Non pas parce qu'elle a peur. Non, elle a dépassé ça depuis des années. Mais parce qu'elle connaît cette manœuvre. Elle la reconnaît pour ce qu'elle est. Tina est sur le point de faire ce qu'elle a toujours fait de mieux, manipuler, mentir, et déformer la réalité jusqu'à ce qu'elle se plie à sa volonté. Tina promène son regard dans la pièce, s'assurant d'avoir un public. Puis elle se retourne vers Lucie, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. Sérieusement, Lucie? Tu essaies de ruiner mon mariage avec ça? Elle fait un geste vague vers le document dans les mains de Gérald, comme si ce n'était rien de plus qu'un bout de papier sans valeur. Cette tentative pathétique de te rendre intéressante? Mon Dieu, tu es encore plus désespéré que je ne le pensais. Lucie ne réagit pas. Elle ne lui donnera pas cette satisfaction. Tina s'approche, baissant la voix juste assez pour que seule Lucie puisse entendre. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas, murmure-t-elle, son souffle chaud de condescendance. Que tu peux débarquer ici et détruire tout ce que j'ai construit. Elle se penche un peu plus, son sourire narquois s'élargissant. J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi. La voilà. La vieille accusation familière. Celle qu'ils utilisaient toujours pour justifier chaque chose cruelle qu'ils avaient faite. Jalouse, répète Lucie, en haussant un sourcil. De quoi, exactement? Oh, allez. Tina lève les yeux au ciel. Regarde ma vie. Regarde-moi. J'ai tout ce que tu n'as pas, un fiancé qui a réussi, une famille aimante, un avenir dont tu ne pourrais que rêver. Pendant ce temps, toi, elle fait un geste vague vers Lucie, gloussant sous cape. Quoi? Tu débarques ici en quête désespérée d'attention? Elle rit de nouveau, secouant la tête. Mon Dieu, c'est pathétique. Le mot se glisse dans l'esprit de Lucie comme un fantôme de son passé. Elle se souvient d'avoir 16 ans, assise à la table du dîner pendant que Tina se prélassait dans les louanges de leurs parents. Elle se souvient avoir entendu ce mot chuchoter derrière des portes closes quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas entendre. Pathétique. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'elle a cessé d'écouter leurs mots il y a des années. Lucie sourit, un sourire lent, délibéré, et penche la tête. Dis-moi, Tina, dit-elle, sa voix calme et posée. Si je suis si insignifiante, pourquoi as-tu l'air si nerveuse? Le sourire narquois de Tina vacille. Juste une fraction de seconde. Mais Lucie le voit. Et Gérald aussi. Ses doigts se resserrent sur le papier, ses sourcils se froncent. Il le fixe toujours comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Tina. Sa voix est calme, contrôlée. Est-ce que c'est vrai? Toute l'attitude de Tina change. Elle se tourne vers lui, son expression s'adoucissant, se moulant en quelque chose de soigneusement conçu, un air de blessure, de trahison, d'innocence bafouée. Gérald, chéri, elle tend la main vers son bras, sa voix dégoulinant de douceur. Tu ne vas pas sérieusement la croire, n'est-ce pas? C'est Lucie. Tu sais comment elle est. Elle a toujours été comme ça, à déformer les choses, à inventer des histoires juste pour se sentir importante. Encore de la manipulation. Lucie regarde Gérald expirer lentement, la mâchoire serrée. Il veut croire Tina. Elle le voit dans la façon dont ses épaules se tendent, dans l'hésitation de sa posture. Il veut que sa version de la réalité soit la vraie. Mais le doute, un doute réel, tangible, a déjà pris racine. Et son père? Il en a assez. Assez de ses bêtises. Lance-t-il en s'avançant avec un air d'autorité. Tu as assez gâché cette soirée, Lucie. Prends tes mensonges et sors. Des mensonges. Lucie inspire profondément, puis expire, lentement, de manière contrôlée. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, papa? Demande-t-elle, sa voix étrangement calme. Il ricane. Faire quoi? Nier la réalité? Elle penche la tête, observant les muscles de sa mâchoire se contracter. Parce que je peux vous assurer. Dit-elle doucement, que si nous nous engageons sur cette voie, vous n'allez pas aimer où elle mène. Tina ricane. Oh, épargne-moi tes menaces. Tu n'as rien contre nous.
Lucie glousse, un rire vrai, authentique. Tu as raison, dit-elle en haussant les épaules. Je n'ai rien. Elle fait une pause, laissant le moment s'étirer. Sauf, je ne sais pas, 14 ans de preuve. Silence. Le visage de Tina se tord d'incrédulité. Quoi? Lucie laisse son regard dériver à travers la pièce, sa voix légère, presque conversationnelle. Vous pensiez vraiment que j'étais parti les mains vides, songe-t-elle. Que j'avais simplement disparu sans laisser de traces. Elle plonge la main dans sa pochette, en sortant une clé USB noire et élégante. Tu vois, Tina. Continue-t-elle en jouant avec le dispositif entre ses doigts, pendant que tu étais occupée à jouer la fille parfaite, et que maman et papa étaient occupés à prétendre que je n'avais jamais existé. Elle croise le regard écarquillé de sa sœur, un lent sourire narquois tirant sur ses lèvres. Je rassemblais des choses. Lucie souleva légèrement la clé USB. Des relevés bancaires, dit-elle. Le souffle de Tina se coupa. Des emails, continua Lucie. Son père se raidit. Des documents juridiques reliant votre petite clinique familiale à de multiples chefs d'accusation de fraude à l'assurance. Sa mère laissa échapper un hoquet. Lucie sourit. Dois-je continuer? Le changement dans la pièce était palpable. C'était le moment où la proie réalisait que le prédateur l'avait observé depuis le début. L'assurance de Tina faiblit. La confiance de son père se fissura. Sa mère, pour la première fois depuis que Lucie avait franchi ses portes, semblait effrayée. Il savait. Il savait enfin. Il pensait avoir gagné, mais maintenant, debout dans les décombres de leur arrogance, fixant le visage de la femme qu'ils avaient essayé de détruire, il réalisait la vérité. Lucie n'était pas seulement revenue pour leur rappeler ce qu'ils avaient fait. Elle était revenue pour les anéantir. Le silence dans la pièce était suffocant. Tina se tenait rigide, les mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Son père, habituellement l'image même de la domination, semblait soudainement petit. Sa mère, toujours si composée, si supérieure, avait perdu toute prétention de contrôle. Lucie pouvait presque entendre les rouages tourner dans leur tête alors qu'ils cherchaient une issue. Mais il n'y en avait pas. Parce qu'elle avait construit ce piège. Et maintenant, elle le refermait. Tina força un rire, un son cassant et désespéré. C'est une blague, dit-elle en secouant la tête. Tu bluffes. Tu n'as rien. Lucie pencha la tête, faisant toujours tournoyer la clé USB entre ses doigts. Oh. Tu es sûr de vouloir parier tout ton avenir là-dessus? Gérald, qui était resté étrangement silencieux, lui arracha soudain la clé USB de la main. Ses mouvements étaient frénétiques, comme si le simple fait de la tenir pouvait en effacer le contenu. C'est quoi ce bordel? Exigea-t-il en fusillant Tina du regard. N'écoute pas ce qu'elle dit, balbutia Tina. Elle ment. Elle a toujours été jalouse de moi, Gérald. Elle veut juste ruiner notre mariage. Lucie croisa les bras, observant la scène se dérouler comme un metteur en scène savourant le point culminant d'une pièce parfaitement exécutée. Vas-y, dit-elle froidement, hochant la tête vers la clé dans sa main. Branche-la. Vois par toi-même. Il hésita. Parce qu'il savait. Il savait déjà. Tina lui avait menti. Mais maintenant il avait la preuve. Son visage se durcit. Sans un mot de plus, il se dirigea vers la cabine du DJ voisine, arrachant son ordinateur portable de derrière le système de sonorisation. Tina paniqua. Gérald, arrête, hurla-t-elle en se jetant en avant. Mais il était trop tard. L'écran s'illumina alors que Gérald insérait la clé, ses yeux allant et venant, lisant. Et puis, il se raidit. Le sang quitta son visage. Sa mâchoire se bloqua. Lucie observa le moment exact où il réalisa la vérité. Tina, en temps réel, s'effondra. Gérald, supplia-t-elle, la voix tremblante. Quoi qu'elle te montre, ce n'est pas. Tu m'as menti. Les mots étaient froids. Finaux. Tina tressaillit. Non, je ne. Tu m'as menti. Sa voix gronda, assez fort pour que toute la salle de bal se fige. Les invités, qui avaient auparavant chuchoté et fait semblant de ne pas écouter, regardaient maintenant ouvertement. Tina, désespérée, attrapa son bras. Gérald, s'il te plaît, je.
Il s'arracha à son contact comme si elle était quelque chose de sale. Sa respiration était saccadée, ses épaules se soulevant alors qu'il parcourait des années de documents falsifiés, de fraude à l'assurance et la preuve indéniable que Tina n'avait jamais obtenu son diplôme de médecine. Le père de Tina s'avança, la panique vacillant derrière ses yeux. « Gérald, écoute. La ferme. » Pour la première fois, le père de Tina, le patriarche arrogant et contrôlant, se figea. Gérald se tenait là, tout son corps tremblant de fureur, les poings serrés sur ses flancs alors qu'il fixait Tina. Puis, ses yeux se posèrent sur ses parents. « Vous m'avez joué, souffla-t-il. Vous m'avez tous joué. » La mère de Tina leva le menton. « Gérald, chéri, tu réagis de manière excessive. Toi et Tina êtes faits l'un pour l'autre. » Faits l'un pour l'autre ? Il rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. C'était le rire d'un homme qui réalisait qu'il avait été pris pour un imbécile. « J'allais t'épouser, siffla-t-il à Tina. Je t'ai défendu. Je t'ai fait confiance. Et pendant tout ce temps, tu n'étais qu'une petite fraude gâtée. » Tina éclata en sanglots. Mais il était trop tard. Le mal était fait. « Tu n'es pas médecin, » cracha Gérald, du pur venin dans la voix. « Tu n'es rien. » Et puis, il arracha son alliance et la jeta à ses pieds. La salle éclata. Les invités murmuraient, scandalisés. Des rumeurs se propagèrent dans la foule alors que Gérald se dirigeait vers la sortie, tout son avenir détruit en un seul instant. Tina sanglotait, s'effondrant sur le sol dans sa robe de créateur, tremblante. Mais ce n'était pas seulement le mariage qui s'effondrait. C'était tout. Parce que Gérald n'était pas le seul à regarder. La clé USB n'était qu'une pièce du puzzle. Lucie se tourna vers la foule, son regard se posant sur un homme plus âgé bien habillé, debout près du fond. Le directeur de l'hôpital où Tina prétendait travailler. Docteur Philippe, appela-t-elle. Il se raidit visiblement. Les invités se tournèrent vers lui, reliant soudainement les poings. Vous pourriez être intéressé de savoir, dit Lucie, sa voix désinvolte, que l'une de vos soi-disant professionnels de la santé est en fait une décrocheuse du lycée sans aucune qualification réelle. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Le visage du docteur Philippe devint rouge alors qu'il foudroyait du regard le père de Tina. Vous m'aviez dit qu'elle avait son diplôme. Le père de Tina, maintenant visiblement en sueur, balbutia, nous pouvons arranger ça. Ce n'est pas une fraude, interrompit Lucie en s'approchant. Pas un crime? Le docteur Philippe jura à voix basse. Je vous ai fait confiance, Maurice. Vous aviez dit que votre fille était. Elle n'est pas ma fille, cria soudain le père de Tina, désespéré maintenant. Elle n'est rien pour moi. Toute la salle de bal se tut. Pendant un instant, même Lucie fut surprise. Mais ensuite, elle sourit. Parce qu'il venait de commettre l'erreur finale. Je m'en doutais, dit-elle doucement. Et je dois dire que c'est une déclaration intéressante, considérant que vous utilisez mon identité pour de la fraude fiscale depuis une décennie. Silence de mort. Le père de Tina blêmit. La mère de Tina se raidit. Lucie lâcha la bombe finale. C'est exact. J'ai récemment fait vérifier mon identité. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert que quelqu'un utilisait mon numéro de sécurité sociale pour remplir de fausses déclarations de revenus et blanchir de l'argent à travers une certaine clinique familiale. Le directeur de l'hôpital claqua des doigts à son assistant. Appelez le service juridique. Maintenant. Son père ouvrit la bouche, mais elle le devança. Et juste pour que vous le sachiez, ajouta-t-elle légèrement, le fisc a déjà été informé. Son visage s'effondra. La salle éclata de nouveau, cette fois dans un chaos total. La sécurité s'avança. Son père essaya de parler, mais le docteur Philippe le coupa. Votre carrière est terminée. Tina gémissait sur le sol, son maquillage coulant. Sa mère était silencieuse, rigide, réalisant déjà qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et Lucie, elle se tenait simplement là, à regarder. Parce que c'était ce qu'il méritait. C'était la justice. Et elle ne s'était jamais sentie aussi puissante de sa vie. La salle de bal était en plein chaos. Les gens murmuraient, chuchotaient, haletaient. La sécurité se déplaçait. Les invités s'écartaient de ses parents comme s'ils craignaient que la fraude ne soit contagieuse.
Tina sanglotait toujours sur le sol, le mascara strié et le cœur brisé, tandis que Gérald, autrefois son fiancé parfait et dévoué, sortait en trombe, traînant derrière lui les restes de sa confiance brisée. Elle devrait partir. Elle devrait être satisfaite. Mais elle ne bougea pas. Pas encore. Parce que pendant des années, elle avait rêvé de ce moment, debout devant eux, non pas comme la fille brisée qu'ils avaient abandonnée, mais comme la femme qu'ils n'avaient jamais vue venir. Et maintenant, en contemplant leur monde en ruine, elle le sentit, la rupture finale de ce fil faible et effiloché qui les reliait encore. Son père, qui la regardait autrefois avec rien d'autre que de la déception, la regardait maintenant avec quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à ressentir, la peur. Sa mère, toujours froide et calculatrice, semblait complètement perdue, cherchant des mots qu'elle ne parvenait pas à formuler. Et Tina, l'enfant prodige, celle qui gagnait toujours, était à genoux. L'ironie était délicieuse. Tina leva les yeux vers elle, les yeux grands ouverts, désespérés, suppliants. « Lucie, s'il te plaît. » Elle laissa la supplique flotter dans l'air, la savourant. Parce que pour la première fois de sa vie, elle détenait tout le pouvoir. Puis elle pencha la tête, réfléchissant. « S'il te plaît, » répéta-t-elle, sa voix froide. « Voilà qui est intéressant. Parce que je ne me souviens pas que tu aies jamais dit ça quand tu m'as tout volé. » Tina tressaillit. « Je ne me souviens pas que tu aies dit ça quand tu es resté là pendant qu'il me mettait à la porte. » Des larmes coulèrent sur les joues de Tina. « J'étais jeune, je ne. » Tu t'en fichais, termina Lucie, sa voix tranchante. « Et moi non plus. » La lèvre de Tina trembla. Elle savait qu'elle avait perdu. Son père sortit enfin de son état de choc, le visage tordu de colère. « Tu te crois meilleur que nous maintenant, siffla-t-il. Tu penses que juste parce que tu as gagné de l'argent, tu as le droit d'humilier ta famille. » Lucie rit, un rire vrai, authentique, parce que c'était absurde. Cet homme, ce fraudeur, s'accrochant encore à son ego comme à une armure alors qu'il avait déjà tout perdu. « Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps, » dit-elle d'un ton égal. « Et quant à être meilleur que vous ?» Elle s'avança, le regardant droit dans les yeux. « Je n'ai pas besoin de le penser, » sourit-elle. « Je le sais. » La sécurité les atteignit enfin. Le docteur Philippe passait déjà des appels, s'assurant que la licence médicale de son père serait révoquée. Le fisc ne tarderait pas. Et Tina ? Les invités, ses amis, ses collègues, se détournaient déjà, prenant leur distance, regardant son avenir parfait partir en fumée. Lucie prit une inspiration, laissa tout se tasser, puis elle leur tourna le dos. Elle s'éloigna, enjambant la bague de fiançailles jetée qui scintillait sur le sol, dépassant les spectateurs stupéfaits, dépassant les vestiges d'une vie à laquelle elle avait autrefois voulu appartenir. Nathan l'attendait près des portes. Il ne dit rien, ne lui demanda pas si elle allait bien. Il savait, tout simplement. Ses doigts effleurèrent les siens, un point d'ancrage tranquille, une promesse silencieuse. Elle serra sa main. Et puis ils partirent. Dehors, la nuit était fraîche, vivifiante. La ville bourdonnait autour d'eux, inconsciente des ruines qu'ils venaient de laisser derrière eux. Nathan la regarda, un sourcil légèrement haussé. « Alors, dit-il. Un gâteau ?» Elle cligna des yeux, surprise. Puis elle rit, d'un rire profond, sans retenue, libérateur. « Oui, dit-elle, toujours souriante. Allons manger du gâteau. » Parce que ce soir ne les concernait pas. Ce soir la concernait, elle. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit légère. Car la vengeance n'était pas le but. La liberté, si. Et maintenant, elle était enfin, complètement libre.